face à Philippe de Villiers. 10h-11h sur Europe 1, Elliott Deval. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Europe 1, votre nouveau rendez-vous du samedi matin de 10h à 11h avec Philippe de Villiers pour Face à Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, bonjour. Bonjour Elliott et mes condoléances. Je savais que vous alliez commencer comme ça. Geoffroy Lejeune, bonjour, directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Bonjour Elliott, bonjour Philippe. Il se moque, il commence tout de suite. Moi je suis très curieux, du coup j'ai pas compris. Il faut qu'on soit gentil, qu'on ait de la compassion parce que dans la même semaine, je savais. Vous vous rendez compte de ce qui lui arrive à Elliott. J'ai compris. Il y a Nantes qui gagne et qui s'en sort. J'ai un message pour mon ami Valdemar Kita que j'aime beaucoup. Et pendant ce temps-là, le Paris Saint-Germain perd son stade et perd son joueur fétiche qui rejoint Zidane et Copa au Real Madrid. Ça tourne à la Bérésina, là. Faites attention, Philippe de Villiers, parce que les auditeurs d'Europe 1, la semaine dernière, on a terminé en parlant de la Saint-Valentin ou de la Ligue des Champions à suivre sur les antennes de Canal+. Ils vont croire que cette émission, Face à de Villiers, Philippe de Villiers, devient une émission 100% foot. Non, mais ça compte le foot pour moi. C'est important. C'est un élément de prestige de la France et puis de la capitale quand même. Et donc ça me désole de voir une équipe qui se traîne finalement, qui met beaucoup d'argent pour avoir des vedettes comme Messi, etc. Et Neymar, vous vous rendez compte, et ils n'arrivent pas à les retenir. Vous m'expliquerez pourquoi Paris n'arrive pas à retenir ces joueurs. Mais il faudrait poser la question peut-être à la voix du football, Jacques Vendroux. Ce serait intéressant un jour de l'inviter pour parler justement. Je rêve de faire une émission de face à face avec Jacques Vendroux. Jacques Vendroux, il est tous les week-ends à l'antenne sur Europe 1 et je pense qu'il rêverait de faire une émission avec vous. Vous voulez qu'on organise ça? Moi je peux arranger le coup si vous voulez, je le connais bien. Bon, mais vous serez obligé de dire du bien du Paris Saint-Germain. Oui. Parce que contrairement à vous, quand le FC Nantes, vous avez parlé du FC Nantes, gagne, je suis le plus heureux des hommes. Parce que c'est la France. Oui. Moi, je reste très attaché au Racing Club de Paris. Milutinovic, Ujlaki. Bon, et Mbappé. Imaginez que Mbappé soit en face de vous. Et il vous dit, Philippe de Villiers, j'ai besoin d'un conseil. Maintenant, on connaît sa décision, elle est prise, il part. Mais comment vous auriez pu le retenir au Paris Saint-Germain? J'aurais pu lui dire une seule chose, c'est la France qui t'a fait, c'est Paris qui t'a saisi, conquis, promu. Le principe de la civilisation, c'est la gratitude. Mais ça, c'est d'un autre temps. C'est du temps où les joueurs restaient, c'est Henri Michel, etc. C'est Patrice Riot, voilà. Mais on est dans une époque tout à fait différente, tellement différente que les supporters qui sont interviewés disent « Oui, c'est normal, c'est normal ». Bon. Ouais. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur le Paris Saint-Germain. On a énormément de sujets à traiter tous les trois, bien évidemment. Et on va revenir en longueur sur la liberté de la presse. Cette semaine, vous le savez, le Conseil d'État a demandé à l'Arcom de renforcer son contrôle sur CNews, lui offrant de nouveaux outils. Le Conseil d'État, d'ailleurs, confirmé la requête donc, de Reporters sans frontières et de son secrétaire général, Christophe Deloire, un homme qui a ciblé à de nombreuses reprises le groupe ainsi que son propriétaire. Les Français ont très certainement découvert Christophe Deloire, invité de l'heure des pros. Ça s'est passé mercredi. Il a été interpellé par l'un des pères fondateurs pendant cette émission de Reporters sans frontières, à savoir Robert Ménard. On écoute Robert Ménard et on en parle juste après. Christophe, je suis atterré. Je te le dis. Quand on a créé Reporters sans frontières, c'était exactement pour pas avoir cette attitude-là. Je me contrefous de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe à l'antenne de CNews. Tu devrais être le premier à te réjouir qu'un certain nombre de points de vue qui n'étaient jamais entendus sur des médias et des télévisions en France le sont grâce à CNews. C'est ça ton boulot. Ton boulot, c'est pas de quoi? Tu es l'arbitre des élégances maintenant? Tu vas nous dire ce qui convient de faire ou de pas faire? Mais enfin, on s'en contrefout de ça. Reporters sans frontières, ça a été créé, pardon, c'est moi qui l'ai créé avec 3 journalistes, tu le sais, je l'ai dirigé pendant 23 ans. Ça a été fait pour défendre des gens dont on trouvait des opinions
pour certaines, de temps en temps, même indéfendables, figure-toi. On allait sortir des gens de prison dont je ne partageais rien, absolument rien. Geoffroy Lejeune. Cette séquence était exceptionnelle. Comment vous décryptez-vous l'action, le rôle de Christophe Deloire depuis le début de la semaine? Il a 2 casquettes. La deuxième casquette, fluorescente, qui ne se voit que dans l'obscurité, explique la première casquette et lui donne un sens. C'est ça que je voudrais vous répondre. La première casquette, qui lui a valu de se faire remettre en place par le fondateur, effectivement, de Reporters sans frontières, Robert Ménard. La première casquette, c'est donc celle du patron de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, c'est une ONG qui a pour vocation contre les États qui voudraient brimer la liberté d'expression, de la défendre. Et voilà que le patron de Reporters sans frontières demande à l'État de contrôler et de brimer et de brider une chaîne de télévision. On est quand même à franc renversé. Et non seulement ça, mais en fait, le missionnaire de la liberté devient un commissaire politique et qui utilise les expressions de la peste rouge et de la peste brune. Quand vous animalisez votre adversaire, c'est que vous êtes dans une dérive totalitaire. Il a eu le culot de parler de la stratégie du putois. Et en fait, je crois vous avoir reconnu, puisque le putois en question, c'était le nouveau patron du JDD. Voilà. Alors le putois, et pour les gens qui ne connaissent pas les animaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent plus la nature, c'est un animal qui a une glande de puanteur, etc. Donc en fait, le putois en politique, c'est, j'imagine, il a mauvaise haleine. C'est une France qui a mauvaise haleine. C'est la France de CNews, c'est la France qui a la tripe vilaine, qui a le regard infecté, la bouche empuantie. C'est en fait le ventre fécond qui a enfanté le monstre. Voilà. Et donc, ça, c'est la première casquette. Donc, il croit avoir bien fait. Il faut fermer CNews, au nom du pluralisme. La deuxième casquette, elle est plus intéressante. Le 3 octobre 2023, il a été nommé par qui? Par Emmanuel Macron. Il a été nommé délégué général des États généraux de l'information. L'État met, c'est le contribuable, 2 900 000 € pour financer un aréopage de censeurs virtuels sur le thème suivant. Ça ne s'invente pas. Le pluralisme et l'indépendance de la presse. Et donc voilà que ce délégué général, M. Deloire, fait une première déclaration avant d'être nommé, le 3 juillet 2023. Le président de la République aurait pu s'en apercevoir. Et il dit, là où passe le Bolloré, le journalisme trépasse. Vous voyez, le Bolloré, c'est le furet, c'est toujours l'animal, quoi. Toujours. On est toujours dans l'animalisation totalitaire. Et donc finalement, avec sa première casquette, cet individu, ce requérant, s'adresse au Conseil d'État pour s'en prendre à la liberté d'expression, et avec sa deuxième casquette, il s'en prend à la liberté d'entreprise. Avec l'idée incroyable qu'avait couru cet été pour le JDD, un patron de presse, un propriétaire, il est propriétaire, point. Mais après, c'est la rédaction qui s'organise en soviet pour la ligne éditoriale. Le patron n'a rien à faire avec la ligne éditoriale. Alors moi, je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Elliot Geoffroy, je connais bien, et depuis longtemps, Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, c'est un capitaine d'industrie dont la réussite honore la France. Il n'y en a pas beaucoup. C'est aussi un patron de presse, j'en témoigne, et vous pouvez en témoigner, qui a une déontologie personnelle qui l'incline à la discrétion. Il applique un vieux principe des légistes, donner et retenir ne vaut. C'est-à-dire, il fait confiance à ses rédactions. Vous en êtes témoin. C'est pas du tout un patron interventionniste dans la ligne éditoriale. Absolument pas. C'est mal le connaître. Et ensuite, j'ajoute quelque chose qui me tient à cœur. C'est un amoureux de la France, c'est un passionné, c'est un Français passionné. Je dirais que c'est un mécène de l'âme de la France.
Et j'en ai marre de tous ces politiciens lâches, de tous ces journaleux qui s'en prennent à ceux qui créent la valeur et la valeur ajoutée en France, les entrepreneurs. Philippe de Villiers, vous avez parlé de Christophe Deloire. Dans un instant, vous reviendrez sur le Conseil d'État qui, par cette décision, entend revoir, selon vous, l'esprit de la loi de 1986, loi relative à la liberté de communication. Loi que vous avez portée à l'époque, car vous étiez secrétaire d'État auprès du ministre de la Culture et de la Communication, François Léotard. À tout de suite sur Europe 1. 10h-11h sur Europe 1. Elliott Deval. De retour sur Europe 1 pour Face à Philippe de Villiers. Philippe, on continue de parler de la liberté d'expression, de la liberté de la presse à travers la décision du Conseil d'État concernant la requête de Reporters sans frontières contre CNews. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Arcom avait estimé il y a un an que CNews respectait strictement le pluralisme politique. Là, le Conseil d'État demande de revoir son contrôle avec une interprétation renouvelée de la loi de 1986, loi relative à la liberté de communication, loi que vous avez portée. On est en avril 86, plus précisément le 1er avril 1986, et vous êtes le tout nouveau secrétaire d'État auprès du ministre de la Culture et de la Communication, François Léotard. On se replonge quasiment 40 ans en arrière et vous répondez aux questions de journalistes. Écoutez. Philippe de Villiers, secrétaire d'État à la Culture et à la Communication, a fait en Vendée hier sa première apparition publique depuis sa nomination. Le fondateur du Puy du Fou avait tenu à assister à la finale Nation du Mondial minime de football à Montaigu et il a accepté de répondre à nos questions concernant l'avenir du système audiovisuel. Conformément à la plateforme de gouvernement que nous avons prévue, nous allons mettre en place, sans qu'il soit possible aujourd'hui de donner le détail, trois éléments qui pour nous sont très importants. Une clé de voûte d'abord, qui soit une véritable autorité indépendante de l'État. Ensuite, un secteur public très fort, c'est-à-dire qui fasse référence et qui pour nous compte beaucoup et qui soit très largement rénové. Et puis enfin, un secteur privé fondé sur les idées de transparence et de concurrence. Voilà ce que sera pour nous le cadre devant régler l'ensemble des problèmes de la communication audiovisuelle en France. Vous avez parlé il y a un instant de Reporters sans frontières et de Christophe Deloire. Venons-en maintenant au Conseil d'État. Comment Philippe de Villiers a-t-il interprété la décision du Conseil d'État ? Alors, le Conseil d'État s'est appuyé de manière explicite, j'ai lu et relu le communiqué, s'est appuyé sur la loi du 30 septembre 1986. Quand j'ai lu ça, je suis tombé de l'armoire. Et pourquoi ? Parce que cette loi, c'est moi qui l'ai écrite avec François Léotard. Donc je m'en souviens très très bien. Je me souviens de la lettre et de l'esprit de cette loi. Et l'interview, il fait allusion, on est le 1er avril, en fait on est en train d'écrire la loi. Et en fait, nous avons deux préoccupations. Dans une vision libérale de l'information et de la télévision. C'est la privatisation de TF1, etc. Première préoccupation, garantir la liberté éditoriale. Deuxième préoccupation, qui a été rappelée par M. Chotel dans le Figaro de manière magistrale, garantir les deux pluralismes. Écoutez-moi bien, c'est important, ça paraît technique, mais c'est très simple. Le pluralisme interne et le pluralisme externe. Le pluralisme externe, c'est faire en sorte qu'il y ait un secteur public et un secteur privé qui sont en concurrence, avec chacun des couleurs d'antenne, on appelle ça à l'époque. Et ensuite, le pluralisme interne, c'est faire en sorte, et c'est l'article 13 qui n'a pas changé, que j'ai écrit de ma main. Le pluralisme interne, il garantit en interne, dans une chaîne, l'équilibre des temps de parole des personnalités politiques. Je me souviens qu'à l'époque, avec Dominique Ambiel, Roch-Olivier Mestre, qui était membre de mon cabinet, qui était un jeune conseiller de théâtre, qui venait de la mairie de Paris. Et qui aujourd'hui est le
patron de l'Arcom. Oui, et voilà, oui, comme quoi la vie rebat les cartes, mais les cartes changent rarement, en tout cas dans la durée. Et je peux vous dire que j'ai gardé un souvenir de lui remarquable. C'était un garçon très intelligent, très subtil, très loyal, très honnête. Et on disait tous, il faut qu'on touche à cette loi, comme disait Montesquieu, d'une main tremblante. Et en fait, l'article 13 qu'on a finalement défini est le suivant. L'autorité de régulation, qui s'appelait la CNCL à l'époque, présidée par Michel Cotta, elle devra garantir le pluralisme et l'équilibre des temps de parole des personnalités politiques. Pourquoi des personnalités politiques? Parce que ça voulait dire que là, on pouvait calculer, puisqu'une personnalité politique, elle a un mandat ou une appartenance politique. Donc c'est facile à contrôler. Qu'est-ce qu'a fait le Conseil d'État? J'y arrive. Le Conseil d'État, il a dit ceci. Non seulement vous allez faire la comptabilité des personnalités politiques, mais vous allez pour CNews. Il s'adresse à l'Arcom, au régulateur. Vous allez comptabiliser aussi, par-delà les personnalités politiques, tous les intervenants à l'antenne, tous les participants, c'est-à-dire les chroniqueurs, les animateurs et les invités. Il ne reste pas grand monde. Et donc, en fait, il va falloir sonder les reins et les cœurs, mais c'est pas ça qui est grave. C'est que c'est pas dans la loi, en fait. C'est une violation, une dénaturation de la loi du 30 septembre 86. Donc le Conseil d'État viole la loi dont il se réclame. C'est, pour des juristes de ce niveau-là, une défaillance qu'il va falloir relever. Peut-être que des juristes vont s'en occuper, d'ailleurs. Bon. En fait, quand on prend de la hauteur, le Conseil, je ne sais pas si vous connaissez le polyptyque des hospices de Beaune. C'est un polyptyque à 3 panneaux, surmonté en fait de ce qu'on appelle un antonyme, c'est-à-dire il y a marqué la mort et l'éternité. Donc comme si c'était un oxymore. Et là, pourquoi je prends cette image? Parce que vous avez le panneau du Conseil d'État qui apporte son obol avec en lettres d'or en dessous « Police de la pensée ». Mais à côté, récemment, vous avez le panneau, il ne faut pas qu'il soit jaloux, de M. Moscovici, la Cour des comptes, 2e Cour suprême, dissimulation de rapport sur l'immigration. Et puis vous avez le 3e panneau, il ne faut pas qu'il y ait de jaloux, avec le Conseil constitutionnel, enterrement d'une loi, vidée de sa substance du Parlement sur l'immigration. Voilà. Et donc en réalité, quel est l'antonyme qui surmonte le polyptyque devant lequel nous sommes? Liberté d'expression, censure d'État. C'est du Orwell que Orwell n'avait même pas imaginé. Et Philippe de Villiers, ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive cette discussion juste après la publicité sur Europe 1. On parlera d'un homme, François Jost. C'est lui qui a réalisé, pour Reporters sans frontières, le rapport sur CNews, rapport qui a alimenté l'action de RSF auprès du Conseil d'État. François Jost est sémiologue. Il n'a pas été tout à fait clair sur les méthodes qui pourraient être utilisées afin de mieux contrôler les chaînes. On écoute ça dans un instant, juste après la publicité, avec Philippe de Villiers et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD. À tout de suite. Face à Philippe de Villiers. 10h-11h sur Europe 1. Elliott Deval. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Philippe de Villiers et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD, pour Face à Philippe de Villiers. Continuons de traiter la demande du Conseil d'État auprès de l'Arcom, demande de mieux contrôler la chaîne CNews. Alors Philippe, avant la publicité, on a parlé de la plus haute juridiction administrative. En début d'émission, on a parlé de Reporters sans frontières. Mais il y a un autre personnage dans cette histoire, le sémiologue François Jost, mandaté par RSF il y a 2 ans pour réaliser un rapport sur CNews. Son rapport est selon lui béton armé, mais quand sur Sud Radio on lui demande d'expliquer la nouvelle méthode de contrôle des intervenants, là ça devient plus compliqué. On a besoin de votre éclairage, on l'écoute juste avant. Je le comptabilise à gauche ou à droite pour l'Arcom. Ouais. Je vous comptabilise comment ? Comme qu'un humaniste.
Ah bah... c'est ma tendance. C'est mon courant de pensée. Oui, mais est-ce qu'on a fait un débat de gauche ou de droite? L'ARCOM va nous dire quoi, non? Faut choisir. Vous avez reçu quelqu'un qui a... Mais non, attendez... Que va faire l'ARCOM? Que peut faire l'ARCOM? Ils ont 6 mois pour le dire. Ben voilà. Oui, mais concrètement, il y a des pistes. Il y a 3 pistes pour l'instant. Alors, ça m'intéresse. Il y a 3 pistes. Il y a une piste qui dit c'est déclaratif. On va demander aux gens où est-ce que vous vous situez. Ça, c'est une solution. Mais attendez, je vous l'ai dit. Mais c'est fasciste. Mais c'est fasciste. C'est pas fasciste, écoutez, quand même. Mais moi, j'ai pas envie qu'on connaisse les qu'on disait aux gens, mais d'où tu parles, toi? Oui, mais... Bon, la deuxième, ça consiste à dire, on va regarder si la personne appartient à un think tank, si elle a été dans un meeting électoral avec machin ou machin. Troisième, ouais, donc la troisième, c'est un peu semblable à la dernière, c'est de dire, je regarde comment cette personne dans la société se classe. Attendez, laissez-moi finir. Ouais. Valeurs actuelles, tout le monde dit que c'est quelque chose d'extrême droite. Alors bon, si je demande... C'est qui tout le monde? Oui, il y a une sorte de consensus là-dessus. Il y a un consensus sur l'humanité, sur des journaux qui ont des d'ailleurs, ils le revendiquent. Oui. Mais à la télévision, c'est différent. Vous avez des individus qui viennent débattre, qui sont des intellectuels, des éditorialistes. L'éditorialiste, il a, selon les sujets, une sensibilité qui peut varier d'un sujet à l'autre. Vous avez d'un côté des politiques, comme on en a croisé tout à l'heure dans ce studio, et puis vous avez le vulgum pecus, des gens qui sont rien, etc. Alors ceux-là, on ne doit pas prendre en parlant compte. Les agriculteurs, quand ils disent un certain nombre de choses, c'est pas une parole orientée. Geoffroy Lejeune. Philippe, vous avez dit, pendant qu'on écoutait cet extrait, c'est un morceau d'anthologie. Ah oui. Et Valérie Expert dit, au début de l'extrait, c'est fasciste. Imaginons qu'on doive se projeter dans ce fichage des intervenants à la télévision, comment ça va se passer? Alors, on va retenir le mot fichage, parce qu'il a une connotation historique. Comme on a affaire à des incultes, ils ne savent pas, mais nous on sait. Donc on va le rappeler à tous les Français. Alors d'abord, pour être très clair et très précis, donc il y a la question des hommes politiques, eux il n'y a pas de problème, donc ils ont soit un mandat d'élu, soit une carte de parti. Donc pour l'ARCOM c'est facile. Mais Roch-Olivier Mestre avait très bien vu le problème, puisque le 3 décembre 2023, ça a été rappelé dans une tribune du Figaro ce matin par Bruno Retailleau, il dit ceci: il n'y a pas un pays en Europe qui demande au régulateur de lui fournir la liste des éditorialistes. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a conscience que si jamais on fait ça en France, l'instance de régulation devient le ministère de la vérité d'Orwell, c'est-à-dire une instance idéologique, de contrôle au sens totalitaire du terme. On va vers ça. Alors il y a 3, je reprends la proposition de M. Josse, qui est un phénomène extraordinaire, c'est le Mbappé du droit. Ah oui, de la sémiologie. Ah ouais, alors lui, il risque pas de partir au Real Madrid, ils en voudront pas. Quoique, il joue très bien à gauche. Hein. Oui. Ah oui, il est parfait. Il est plutôt sur le banc de touche. Alors, Monsieur Josse, donc il propose... vous remarquerez que il propose une chose extraordinaire, c'est la phrase de Foucault en mai 68. « D'où parles-tu, camarade ?» Et moi, on me l'a fait, ça. Ma première heure de vérité, Yvan Levaille, il me dit « Mais d'où parlez-vous vous appartenez à une vieille famille ?»« Oh là, oh là, oh là, ça veut dire quoi, ça ?» Ah oui. Donc, assignation à résidence. Qui es-tu pour parler, toi? Qui es-tu, Geoffroy Lejeune? D'où viens-tu, etc. Voilà. Je suis un putois. Donc, et donc, voilà. Alors, moi, je fournis bénévolement 3 méthodes inspirées de l'histoire et de la fiction. Il y a la première méthode, c'est le certificat de civisme. Ça a très bien marché. À partir de la loi du 17 septembre 1793, c'est-à-dire que les tièdes indifférents, selon la loi, c'est le mot qui est utilisé, doivent fournir un certificat de civisme au comité de salut public. Sinon, ils sont éliminés. Et avec le certificat de civisme, ils sont éliminés plus rapidement et guillotinés. Bon, ça, c'est une méthode, le certificat de civisme.
il y a une deuxième méthode, puisqu'on parle de fichage. L'affaire des fiches. Ma famille en a été victime. Les officiers français, en 1904, étaient fichés pour leurs opinions catholiques, patriotes, etc. Et ça a créé un énorme problème en 1914. Beaucoup d'officiers ont quitté l'armée. Et ça a valu au petit père Combes de perdre son poste de Premier ministre, de président du Conseil à l'époque, parce que, évidemment, il était mêlé à une histoire incroyable, l'affaire des fiches. Le général André, ministre de la Guerre, fichait les officiers. C'est ça qui nous attend. Alors, il y a une troisième méthode, je reviens au putois, c'est l'odeur. Un putois, ça a une odeur, donc c'est le doigt mouillé de l'Arcom qui dira Finkielkraut, il sent une gauche mauvaise, on va le mettre à l'extrême droite. Michel Onfray, c'est quand même une gauche qui tape sur la gauche, donc on va le mettre au centre droit, vous voyez, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Orwell, mais Orwell n'y a pas pensé à ça. C'est-à-dire que ce qu'a fait Macron, là, avec son secrétaire général, son délégué général des instances de l'information, là, de la communication, il a fait un truc inouï. Il restera dans l'histoire, Emmanuel Macron. Emmanuel, tu resteras dans l'histoire. Faut pas que tu t'inquiètes. Ce que je vous propose, Philippe de Villiers, c'est qu'on revienne dans un instant sur Europe 1 pour la suite et la fin de notre émission. On va aborder d'autres sujets dans la quatrième partie. Votre regard sur l'Europe, en difficulté face à la Chine et les États-Unis, la grève des contrôleurs à la SNCF. Et on basculera au XVIIe siècle ou la mort de Molière. Parce que c'était un 17 février, le 17 février 1673. A tout de suite sur Europe 1. Nous sommes de retour dans un instant pour la suite de Face à Philippe de Villiers. Juste le temps pour moi de vous rappeler tous les samedis de 13h à 14h sur Europe 1. Isabelle Morizet fait tomber le masque et révèle aux auditeurs d'Europe 1 les 1001 facettes de la vie de son invité. Et aujourd'hui, elle recueille les confidences de Luc Ferry pour son dernier livre, La frénésie du bonheur. C'est aux éditions de l'Observatoire. A tout de suite sur Europe 1. Et voilà, depuis qu'il a été chez Atoll, papa il peut de nouveau voir son poids sur la balance. Mais voilà, il faut quand même qu'il rentre le ventre. Bénéficiez d'un examen de la vue offert chez votre opticien Atoll en prenant rendez-vous sur atoll.fr. Ce test n'est pas un examen médical, voire conditions sur atoll.fr. Chez Conforama, on pense aux amoureux du design accessible. Avec la marque Lomoco, exclusivité Conforama. Découvrez le canapé Mélodie à 699,99 €. Soit 30% de remise. Conforama, jusqu'au 11 mars, voire conditions sur conforama.fr. Peugeot. Vous êtes au volant de votre utilitaire et vous réalisez que votre planning est aussi chargé que votre véhicule. Vous vous dites que c'est le bon moment pour vous offrir les services d'un nouvel équipier, un utilitaire plus adapté au rythme de vos journées. Mais que le bon moment, c'est maintenant, pas dans 6 mois. Chez Peugeot, pas besoin d'attendre pour compter sur un pro. Jusqu'au 29 février, profitez de remises supplémentaires jusqu'à 2000 € sur des utilitaires disponibles immédiatement. Rendez-vous en point de vente et sur professionnel.peugeot.fr, dans la limite des stocks disponibles. Face à Philippe de Villiers. 10h-11h sur Europe 1. Elliott Deval. De retour sur Europe 1 pour la dernière partie de Face à Philippe de Villiers. Avant d'aborder la question européenne, un dernier mot avec vous, Philippe, sur cette question centrale de la liberté de la presse et d'expression qui alimente le débat depuis le début de la semaine, fruit d'une grande réflexion depuis le début de cette émission. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, on est longuement revenu sur la décision du Conseil d'État qui enjoint l'Arcom à mieux contrôler les chaînes dont CNews. La décision en a choqué d'ailleurs plus d'un, Philippe, qu'il soit historien, journaliste ou encore politologue. Écoutons successivement Franz-Olivier Gisbert, Dominique Régnier et Georges Bensoussan. C'est honteux et c'est très grave. C'est-à-dire, je pense vraiment que c'est la liberté d'expression qui est en question. Le problème de fond, c'est... Vous avez raison, bon, au départ, il y a la plainte de Reporters sans frontières, mais le problème de fond, c'est le gouvernement des juges. Je ne comprends pas l'évolution du Conseil d'État. Le Conseil d'État est en train de changer de nature. Et cela devient une espèce d'autorité souveraine. Moi, je ne vois pas le pouvoir supérieur au Conseil d'État aujourd'hui. On met en avant CNews au nom de la pluralité d'expression, alors que dans les médias publics, la pluralité d'expression n'est pas la règle. Je suis là pour en témoigner, d'une part. Et d'autre part, je crois que c'est surtout l'expression d'une panique en haut lieu. Geoffroy Lejeune. Le constat est sans appel. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Philippe ? Ben, là,
Dominique Régnier a très bien répondu à cette question lorsqu'il était chez Laurence Ferrari avec vous, je crois d'ailleurs. Il a dit, on revient à avant 1881, la loi de la liberté de la presse. Et ça me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez du monologue de Figaro, dans le mariage de Figaro. Pourvu que je ne parle ni de l'autorité, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, alors j'ai le droit de tout imprimer librement sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. Voilà, on revient à ça, ok ? Voilà. Il a dit une autre chose, Dominique Régnier, très intelligente. Il a dit, dans le nouveau paysage audiovisuel, il y a un pluralisme nouveau qu'incarne CNews, c'est le pluralisme thématique. En d'autres termes, CNews parle de choses dont les autres ne parlent pas, ou a une manière de parler. Crépol, Lampedusa, Lola, le 7 octobre, le pogrom, etc., alors que le service public, etc., ou l'AFP parle attaque, résistance, etc. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un ton, il y a une couleur, et ça, c'est capital. Le pluralisme thématique. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Soit le pluralisme thématique s'impose, soit il nous ferme. Mais à ce moment-là, c'est très, très, très grave. Et les gens qui se font apporter la bassine de Pilate en ce moment, tous ces politiciens qui se taisent, tous ces journalistes qui se taisent et qui s'en lavent les mains, ils seront pointés du doigt par tous les Français qui diront « vous avez tué la chose la plus précieuse pour que nous puissions réfléchir et penser tous ensemble, la liberté d'expression ». Philippe de Villiers, parlons de l'Europe à présent. Bruxelles, on en a parlé dans cette émission, a été l'épicentre de la colère des agriculteurs. Il s'avère que la crise agricole a pour certains été le révélateur du déclin de l'Europe dans la mondialisation. Cette problématique a été le fruit d'un entretien et d'un débat passionnant dans le Figaro entre l'économiste Christian Saint-Etienne et le banquier d'affaires Philippe Villain. Les agriculteurs, c'est le titre, sont les lanceurs d'alerte sur le déclin auto-imposé de l'Europe. Philippe de Villiers, en quoi la crise agricole est le symptôme d'une Europe en voie de disparition ? L'Europe, l'Occident, a dominé le monde. Et aujourd'hui, selon une formule de Raymond Aron, les Européens sont en train de sortir de l'histoire. Je me souviens d'Hélène Carrade d'Ancos, à la sortie de l'enterrement de François Léotard, aux Invalides, qui m'avait dit « Vous savez, Philippe, le moment de l'Occident est passé. » Ça m'avait beaucoup marqué. Il y avait 2 slogans que le cercle de la raison nous répétait. L'Europe puissance, l'Europe c'est la paix. Les 2 slogans ont chacun reçu un coup de grâce. Premier coup de grâce, le Green Deal. Deuxième coup de grâce, l'Ukraine. Premier coup de grâce, le Green Deal. Le Green Deal, d'abord, il était inutile, puisque l'Europe ne pèse que 8% du carbone mondial, alors que la Chine, par exemple, l'Asie et le Moyen-Orient pèsent 60%. Il s'est traduit par un modèle punitif, sans réciprocité, ce que notent Philippe Villain et Christian Saint-Etienne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'Europe a accès à 2% des marchés publics chinois et la Chine a accès à 98% des marchés publics européens. Ensuite, le Green Deal, il casse notre croissance avec un carcan de normes. Je n'insiste pas, l'agriculture en est victime, mais aussi l'industrie, la réindustrialisation. Et surtout, cette chose extravagante, c'est que le Green Deal favorise le Buy China Act. C'est acheter chinois. C'est-à-dire qu'en fait, avec les normes du Green Deal, on n'a pas le choix, il faut acheter chinois. On achète chinois. Merci le Green Deal. C'est-à-dire que l'Europe, l'Union européenne, quand même, c'est des champions du monde. Donc, ils nous tournent vers la Chine pour pouvoir satisfaire les normes du Green Deal. Mais c'est pas fini. Ça, c'est l'Europe puissance. Mais il y a aussi l'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est la paix. Non, l'Europe, c'est la guerre. On a affaire à des va-t-en guerre. L'Europe, c'est la guerre et c'est la défaite. Et quand il y aura la défaite,
tout le monde entier va pointer du doigt l'Europe en disant c'est vous les responsables avec l'Ukraine, c'est vous qui avez été va-t-en guerre, c'est vous qui avez donné les derniers crédits, les Américains ils se sont retirés. Et qu'est-ce qu'on a vu avec l'Ukraine ? Le Buy American Act, c'est-à-dire que Nicolas Bavrez dit très bien dans la revue Politique Internationale, mon ami Patrick Wajman, dans un article remarquable, il dit en fait les grands bénéficiaires des sanctions, c'est l'Amérique. Et donc en fait on achète notre pétrole, notre gaz à l'Amérique, qui fait ses choux gras des sanctions qui nous ont évidemment coupé de la route du gaz de la Russie. Et donc c'est le Buy American Act. Donc on a, je résume, avec le Green Deal, le Buy China Act, et avec l'Ukraine, le Buy American Act. Quand on sait qu'en plus, nous sommes, nous l'Europe, un espace du monde qui ne sait plus d'où il vient, qui ne croit plus en lui-même, parce que pour être une grande puissance, il faut croire en soi. Si vous voulez, toutes les sociétés obéissent à la même loi. Quand elles ont cessé de se souvenir de leur raison d'être et que l'idée qui les a fait naître leur est devenue comme étrangère, elles se démolissent de leurs propres mains. C'est le cas aujourd'hui. L'Europe est en train de sortir de l'histoire. Voilà pour la question européenne. Vous ne prenez pas le train ce week-end, Philippe de Villiers? C'est extraordinaire. Vous ne me répondez pas à ma question. Est-ce que vous prenez le train? Non. Vous n'aviez pas prévu de partir en vacances ce week-end non plus? Non, mais on va finir à cheval. Non, mais je vous explique. L'empreinte carbone est plutôt bonne. Il ne faut pas prendre la voiture thermique, parce que voilà. Et, ça pollue. Donc, pour plaire aux écolos, donc pas la voiture, non. Ensuite, il ne faut pas prendre l'avion. Ah non. Que 4 fois dans l'année. Voilà. On plaisante, bien sûr. Et maintenant, il ne faut plus prendre le train parce que le train est en grève. Donc, moi, il n'y a qu'une solution. Il y a des chevaux au Puy du Fou, je vais aller chercher un cheval. Et quand il vient à Paris, on offrira une trottinette à Philippe. Est-ce qu'il faut, Philippe de Villiers, interdire les grèves pendant les vacances? Il faut... Alors, c'est simple. Quand vous avez un service public en situation de monopole, il faut interdire les grèves tout court. Parce que si vous avez une concurrence, à ce moment-là, vous pouvez... s'il y a une concurrence sur le rail, vous pouvez prendre un autre train, une autre compagnie. Mais voilà, parce que là, c'est une prise d'otage de gens qui n'y peuvent rien. C'est deuxièmement une captation d'argent public par des rentiers. Captation d'argent public, parce qu'on leur a donné quand même 20 milliards de subventions, là. Parce qu'il y a un trou tous les ans à la SNCF, là. Et enfin, c'est un détournement de service public, parce que l'essence du service public, c'est le service du public avec la continuité et l'égalité. On est complètement à côté de la plaque. Vous avez souvent parlé, Philippe de Villiers, et c'est un autre sujet, de la grande dépression des élus locaux. Je voudrais qu'on revienne sur une mesure qui aujourd'hui est contestée, à savoir l'impossibilité d'être député et maire en même temps. En 2012, il y avait par exemple 250 députés dans l'hémicycle, députés maires. Aujourd'hui, il n'y en a aucun 13 ans plus tard. Carl Olive, député Renaissance, a signé une tribune dans l'Opinion. Voilà ce qu'il dit. La suppression du cumul a précipité l'éloignement de l'objectif imaginé. On devait rapprocher l'élu du citoyen. On l'en a éloigné. En quoi, Philippe de Villiers, et vous avez 2 minutes pour nous en parler, avoir un député maire changerait quelque chose? D'abord, moi, quand je montais dans les travées, je naviguais entre les députés académiciens, Michel Debré, Jean-François Degnaud, Alain Perfit, et les députés maires, le maire de Marseille, le maire de Bordeaux, Chaban, le maire de La Rochelle, etc. Et en fait, on entendait résonner sous la haute verrière l'éloquence du quai Conti et en même temps les verdeurs du plateau de Mille Vaches. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait le verbe et le réel. Et le réel, c'est important. Pourquoi? Parce que le réel, il porte à Paris les fumerolles des éruptions volcaniques à venir. Et c'est parce qu'on a ignoré le réel qu'on a l'idéologie. Parce que quand vous n'avez pas le réel, quand vous n'avez pas le député maire, vous avez du hors-sol, les champions de Paris. Et qu'est-ce que ça donne, les champions de Paris? Ils ne voient pas venir les émeutes, ils ne voient pas venir les gilets jaunes, ils ne voient pas venir les tracteurs, ils ne voient rien venir. Parce qu'ils n'ont pas de capteur. C'est une conversation que j'ai eue avec Emmanuel Macron un jour en disant votre problème. Il me dit c'est quoi mon problème? Je dis votre problème, vous n'avez pas de capteur.
Voilà. Et il y a une anecdote qu'on m'a racontée que je trouve délicieuse. La buvette de l'Assemblée, quand tous les députés de la Macronie sont arrivés, elle a été obligée de changer ses commandes. Avant, elle commandait du vin de pays, du Jura, de Provence, etc. Et là, il n'y a plus de vin de pays, c'est du Coca zéro. C'est du Coca sans sucre. Donc c'est la Coca-colonisation de la Macronie. C'est tout dire. Voilà. C'est une autre vie. C'est des députés du 3e type. Député, l'homo qui zappe, l'homo sapiens. À boire évidemment le vin de pays avec modération. Toujours. Avec grande modération. Avec modération. Bien sûr. Mais vous savez que l'année dernière, la buvette à l'Assemblée nationale, il y avait eu tout un sujet là-dessus parce qu'il y avait une question, il y avait une rupture de stock à la buvette. Donc il faut toujours faire... Ça, c'est quand la France Insoumise est arrivée. Pas que, avec tous les députés, bien sûr. Philippe de Villiers, que serait cette émission sans nous plonger dans l'histoire? Je sais que ça vous tient à cœur, évidemment. Et c'est une partie où la France... c'est la France qui nous ressemble, qui nous rassemble, bien sûr. Plongeons-nous dans l'histoire dans les dernières heures d'un des plus grands dramaturges, comédiens. Nous sommes le 17 février 1673 et un homme entre pour la dernière fois en représentation sur scène, Philippe de Villiers. Au fil de la plume et de tréteau en tréteau, le jeune Molière confirme sa vocation, son talent dans la comédie de mœurs. Mais sur son passage, bientôt, hélas, on entend les sifflets des seigneurs et dames, sa galerie de portraits qu'il ne ménage pas. Il est sur un fil. Et puis un jour, heureusement, il est convoqué à Versailles, sur la cour de marbre, par le roi. Et le roi le comble de bienfaits. Votre troupe sera la troupe du roi. Elle s'appellera la troupe du roi. Je vous accorde une pension de 6 000 livres. Et j'accepte d'être le parrain de votre fils. Mais pourquoi me favorisez-vous ainsi ? Demande Molière. Je favorise et je protège le rire français. Il est en péril. Et j'ai besoin de vous, Molière, pour corriger les mœurs. Pour corriger les mœurs, oui. Vous êtes mon second législateur. Vous savez ce qu'on dit à la cour? Un seul vers de Molière vaut plus que 10 édits de Colbert. Mais vous voulez que j'écrive? Oui, vous allez écrire. Vous voulez que j'écrive pour la seigneurie qui est ici? Oui. Vous allez les éreinter. Vous allez les mettre plus bas que l'herbe. Tous ces grands. Je vous laisse à vos gausseries pour la cour. Alors il se précipite sur la cour de marbre. Et là, il aperçoit un vieux pingre, les mains crispées sur une cassette. Oh, mon Dieu, j'ai mon harpagon. C'est avare, merveilleux, j'ai ma pièce. Et puis, juste à côté, il y a un bourgeois enturbané et il s'approche du bourgeois enturbané et lui dit « Monsieur Jourdain, j'ai le grand Mamamouchi, la turquerie du grand Mamamouchi. » Et à côté, il y a 2 jeunes femmes qui gloussent 2 pains bêches, Mathilde Panot et Caroline Rousseau. Et il dit, j'ai les précieuses ridicules. Et puis, un peu plus loin, il y a un vicieux qui lorgne sur une poitrine. Oh, cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. J'ai mon Tartuffe. Il enchaîne les pièces à partir de la cour. Il y trouve ses portraits. Jusqu'à cette soirée du 16 février 1673, où il va jouer et interpréter lui-même le malade imaginaire. Le rideau se lève, le roi est assis au premier rang. Toinette prend son pouls. Le poumon, vous dis-je. Il s'effondre. Il ne répond plus. L'orchestre s'arrête, Marc-Antoine Charpentier a compris. Le roi aussi a compris. Toinette se penche. Qu'y a-t-il? Vous ne répondez plus. La tête de Molière est tombée sur la coudoir. Le roi a compris. Il est mort. Il y a un frisson de panique qui court dans tout le théâtre.
c'est fini. Alors, le roi se penche vers son voisin, qui est Boileau, et il dit à Boileau, c'était le plus grand. Et Boileau lui répond, sire, c'était le plus grand. Il restera. Et vous savez ce que vous aurez répondu Thierry Roland? Le plus tard possible. Oui. Ah oui, mais Thierry Roland, il avait dit, maintenant on peut partir. On peut mourir après la finale de 1998. Il a dit, après ça, on peut mourir tranquille. Oui. Enfin, le plus tard possible, bien sûr. Merci à tous les deux. On se retrouve évidemment samedi prochain à la même heure sur Europe 1 en partenariat avec CNews. Dans un instant, c'est Laurent Mariotte pour la table des bons vivants.